tous, je suis ravie de vous retrouver cette année pour cette première vidéo 2024 en dehors de mes bilans. Donc si vous n'avez pas vu mes 3 bilans, musique, livres, séries, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2024. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous présenter 5 romans de petites maisons d'édition, puisqu'on l'a vu l'année dernière avec ActuSF qui a failli ne plus jamais revenir après avoir fait faillite. Je trouve que c'est hyper important de mettre en avant les petites maisons d'édition indépendantes. Et du coup, j'ai choisi 5 romans et je vais commencer par celle qui, je suppose, est la moins connue des 5. Il s'agit des éditions du Petit Caveau. Et là, je ne peux pas faire plus proche au niveau local puisque c'est une maison d'édition qui est basée dans une des communes voisines où j'habite en région grenobloise, dans la vallée du Grésivaudan. Et pour ce faire, j'ai choisi de vous présenter un roman que je ne possède pas avec moi, mais que j'ai lu en format numérique, puisque c'est une maison d'édition avec laquelle je suis partenaire sur mon blog depuis maintenant pas mal d'années, et je reçois toujours en format numérique leur roman. Et là, j'ai choisi de mettre en avant Délices Nocturnes, un roman qui est sorti il y a maintenant peut-être 3 ans ou 4 ans par là. Et en fait, Le Petit Caveau, c'est une maison d'édition spécialisée dans le vampire, littérature gothique. Il faut savoir que pendant très longtemps, j'ai eu d'énormes préjugés sur tout ce qui est vampire, notamment à cause de Twilight, où j'avais lu Fascination bien avant que le premier film ne sorte. Je l'avais découvert par hasard dans un rayon au CDI de mon collège, peut-être 2 ans avant que le film ne sorte. Et déjà à ce moment-là, je n'avais pas réussi à accrocher à Fascination. J'avais même abandonné le roman, ce qui m'arrivait très rarement à l'époque. Et pour Délices Nocturnes, enfin, les parutions au Petit Caveau de manière générale m'ont vraiment redonné du plaisir à lire de la littérature avec des vampires. Redonner, je pourrais même dire donner, puisque je n'avais eu aucun plaisir à lire de la littérature avec des vampires jusqu'à maintenant. Et Le Petit Caveau publie vraiment sur les vampires, mais sous toutes les formes de vampires, de la littérature adulte pour le coup, voire young adulte peut-être, et c'est vraiment sur le vampire dans toutes ses formes. Donc là, c'est une romance parodique à la limite, qui est très drôle. J'avais beaucoup aimé cette ambiance de vampire qui est, je crois, un chocolatier, il me semble, et c'était vraiment très drôle, très coconique, très doux. J'avais adoré. Et il publie du vampire sous toutes les formes, sous tous les genres. Vampire historique si vous êtes plus historique, vampire policier si vous êtes plus policier, vampire romantique si vous êtes plus romance. Bref, vous l'aurez compris, vous avez vraiment du vampire de partout. Mais depuis quelques années, ils se sont aussi diversifiés un petit peu dans l'univers gothique, avec par exemple des médiums qui enquêtent sur des affaires de fantômes, ce genre de littérature-là, avec cette ambiance-là. Donc je vous encourage à découvrir cette maison d'édition si ce n'est toujours pas fait. Ça m'étonnerait vraiment pour le coup que vous la connaissiez, parce que c'est vraiment, je pense, la maison d'édition la moins connue des 5. Ensuite, passons à une autre petite maison d'édition dont je ne sais pas vraiment si vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de Au Diable Vauvert. Par contre, le roman que j'ai choisi de présenter pour Au Diable Vauvert, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer. En tout cas, je pense que c'est leur plus gros succès. Il s'agit du cycle de Sif. Donc là, j'ai le tome 1, L'Enfant de Poussière. C'est de la fantaisie adulte française que j'ai énormément apprécié. Je l'avais lu maintenant il y a peut-être 3-4 ans de cela, quand je suis allée pour la seule fois de ma vie, et j'aimerais beaucoup y retourner, au festival de Trolls et Légendes où l'auteur était invité, et je voulais absolument parler de son roman avec lui. Je lui avais dit à l'époque que j'avais adoré et que je lirais très certainement très vite la suite. Le fait est que je ne l'ai toujours pas lu la suite et que je viens de la recevoir à Noël cette année, donc je la lirai très certainement cette année. Je pense que ça va même faire partie de mes premières lectures de l'année. Faudrait d'abord que je relise le tome 1 parce que ça m'étonnerait que je me rappelle des éléments les plus oubliables, on va dire. Je me rappelle de pas mal de choses, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. Donc c'est pour ça que je vais très certainement faire une relecture du tome 1 avant de lire le tome 2. Et là aussi, c'est une maison d'édition que je vous invite à découvrir. Je crois qu'ils publient aussi d'autres genres que de la fantaisie. Il me semble que j'ai vu sur leur site qu'il y avait d'autres genres que de l'imaginaire. Donc, si vous n'êtes pas forcément imaginaire,
vous avez le choix dans leur catalogue. Ensuite, passons à l'autre maison d'édition où je pense que vous connaissez un peu moins. Il s'agit des éditions du Chat Noir. Et là, pour la représenter, j'ai choisi de vous présenter La fille qui tressait les nuages. Il me semble que c'est le roman qui avait gagné le prix de l'imaginaire Booktube la toute première année où ils l'ont organisé, ou je crois la deuxième année où ils l'ont organisé. C'est ce roman-ci qui avait remporté le prix et j'ai adoré cette ambiance de Japon. On retrouve totalement l'ambiance japonaise telle qu'on l'aperçoit peut-être dans les dramas. Si vous regardez des dramas japonais, vous pouvez revoir totalement cette ambiance dans les mangas, recevoir totalement cette ambiance-là dans le style d'écriture de Céline Chevet. Là, on est vraiment dans un récit très poétique, très philosophique aussi, qui est assez sombre pour le coup. On pourrait croire que c'est de la littérature jeunesse, mais il y a vraiment des passages qui m'avaient marqué durant ma lecture. Donc, si vous la lisez, si vous voulez la conseiller à de la jeunesse, je vous conseille de lire avec l'enfant avec qui vous voulez faire découvrir ce roman, parce que c'est vraiment pas forcément évident sur toutes les thématiques que ce roman aborde. Mais par contre, c'est vraiment un style d'écriture magnifique que j'aime énormément. Les éditions du Chat Noir se rapprochent davantage des éditions du Petit Caveau. Ils sont un peu sur cette même ligne éditoriale de littérature un peu gothique, sombre, mais à destination d'un public young adulte, jeunesse, plus pour les éditions du Chat Noir, où ils ont carrément une collection jeunesse, où ils sont des tout petits romans, des tout petites histoires pour vraiment les enfants de 7-8 ans, dans l'ambiance encore une fois un peu gothique, fantôme, tout ça. Et j'aime énormément le fait que cette maison d'édition se diversifie autant dans son public, alors que pour le coup le Petit Caveau reste vraiment sur la littérature adulte, voire young adulte. Là c'est vraiment de la littérature, vous pouvez en trouver pour tous les goûts. Et j'aime énormément leur couverture aussi. À chaque fois que je les vois dans les salons des livres, j'adore leurs stands font vraiment envie. Ils ont vraiment des auteurs qui sont assez connus maintenant, je pense. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette maison d'édition si ce n'est toujours pas fait, et notamment ce roman. Si vous aimez le Japon, ça peut carrément le faire. Ensuite, j'avais très envie de vous présenter la maison d'édition Bookmark, qui est beaucoup plus connue, je pense, que les trois autres. Alors là, ça a été vraiment difficile pour moi de ne choisir qu'un seul roman à vous présenter, puisque j'en ai lu pas mal dans cette maison d'édition et j'ai eu quasiment que des coups de cœur. J'ai eu aussi des déceptions. Forcément, il fallait que ça arrive. Ce serait vraiment très gros si je n'avais aucune déception dans une maison d'édition. Et j'en ai eu une pour le moment, et le roman que j'ai choisi de vous présenter, c'est le premier tome d'une trilogie, une réécriture de Sherlock Holmes dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Il s'agit des Amants de Baker Street. Donc là, c'est une réécriture de Sherlock Holmes qui vraiment reprend le style d'écriture de Conan Doyle, cette ambiance qu'on a dans les romans de Conan Doyle de Sherlock Holmes. Et la seule chose qui change par rapport au roman de base, c'est que Sherlock et Watson sont en couple, pour le coup. Il y a une romance entre eux, et vraiment j'ai adoré. Je le redis encore une fois, mais ce que j'aime particulièrement dans cette réécriture, c'est le fait que l'autrice prenne des initiatives par rapport aux faits historiques, aux faits divers qui se sont développés pendant la période où se déroule l'histoire de Sherlock Holmes. Et j'ai vraiment adoré ça, le fait qu'on a des références par exemple sur l'affaire de Oscar Wilde, sur l'affaire du Titanic, tout ça. On a vraiment plusieurs références comme ça historiques que j'ai beaucoup appréciées et qui apportent vraiment ce plus qu'on n'a pas dans les romans de Conan Doyle. Et on retrouve totalement l'ambiance de Conan Doyle. Si vous aimez ou pas Sherlock Holmes, je vous encourage vraiment à découvrir ce roman-ci. Peut-être que je pourrais faire carrément d'ailleurs une vidéo sur je vous présente 5 romans des éditions Bookmark. Ça pourrait être une série de vidéos que je pourrais mettre en place cette année, de vous présenter à chaque fois 5 romans d'une maison d'édition que j'ai aimé. C'est à y réfléchir. Et du coup, je vous conseille fortement de vous plonger dans cette ambiance que j'ai adorée de
l'écriture de la plume d'Elisabeth Lesteplume qui porte très bien son nom d'auteur, je vous le confirme. Et enfin, on termine cette vidéo avec Les Moutons Électriques, qui je pense est la maison d'édition la plus connue des 5, même si elle reste une maison d'édition indépendante qui je trouve est assez peu mise en avant sur la sphère booktube, en dehors des chaînes YouTube ou Instagram, des comptes Instagram, tout ça, qui parlent vraiment de la littérature de l'imaginaire. Je trouve qu'on met un peu moins en avant les romans des Moutons Électriques, et pour le coup, je regrette vraiment ça parce que les Moutons Électriques ont cette réputation de vraiment sortir des romans de qualité et pas juste au format de l'histoire mais aussi au format éditorial. Ils ont ces romans un peu carrés qui ont une forme qui change de l'ordinaire et leurs couvertures sont souples, leurs pages sont de très bonne qualité. C'est vraiment très agréable au toucher, leurs romans, c'est ce que j'ai tout de suite apprécié. Et donc là, je tiens entre les mains le livre de l'énigme, le tome 1, Source des tempêtes. Alors c'est une fantaisie française écrite par Nathalie Do. Nathalie Do, c'est une autrice de fantaisie qui a la réputation d'écrire plutôt de la dark fantasy. J'ai des souvenirs très flous de ce premier tome dont je n'ai encore une fois jamais lu la suite, alors que vraiment j'avais eu un gros coup de cœur, même si c'est, je me rappelle, un univers de fantaisie qui est très sombre, assez complexe aussi, et j'avais vraiment voulu lire la suite à l'époque, mais je ne me suis jamais lancée, allez savoir pourquoi. Peut-être que ce sera chose faite cette année, là aussi. Je peux vous prévoir d'ailleurs une vidéo qui paraîtra en février, puisque j'ai déjà prévu mon planning de vidéos pour le mois de janvier sur mes sagas en cours terminées, sur toutes les sagas que j'ai pu lire. D'ailleurs, ça pourrait être une vidéo assez longue, mais intéressante pour vous si vous voulez que je mette certaines sagas moins connues en avant, que je vous les conseille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et donc La Source des tempêtes, le livre des énigmes, le tome 1, c'est une fantaisie qui est assez complexe, mais que de mémoire j'avais beaucoup aimé les personnages et surtout le style d'écriture de Nathalie Do, qui maintenant est quand même une autrice qui est assez réputée dans le monde de la fantaisie française, que je vous invite très fortement à découvrir. Les Moutons Électriques, en plus maintenant, ils ont quand même une collection de format poche, parce que c'est vrai que leurs livres en grand format coûtent un certain prix, même s'ils sont de très bonne qualité. Malheureusement, il faut aussi mettre le prix. Là, en grand format, ils coûtent 23 €, mais comme je vous le dis, ils ont une collection poche qui, du coup, si vous voulez vous lancer dedans, peut être peut-être plus simple pour vous le procurer. Et c'est là-dessus que je termine cette première vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous, si vous avez des maisons d'édition peu connues, qui sont peu mises en avant et que vous voulez partager en commentaire, n'hésitez pas, je serai très curieuse de les découvrir aussi. Et moi, je vous souhaite une très bonne année encore une fois et je vous dis à bientôt sur la chaîne.